avait pu s'exercer dans un contexte social et politique où les puissants de ce monde sont respectueux des droits politiques des peuples du Sud, on aurait pu limiter les dégâts. L'annulation de la dette est un concept intéressant. Je suis entièrement pour. Nous devons annuler toutes ces dettes, car les populations de ces pays n'en ont jamais vu la couleur. J'aime beaucoup comment le président Rafael Correa de l'Équateur aborde ce problème. Il ne peut pas être caractérisé de socialiste ou de communiste, c'est un capitaliste. Mais il dit, l'Équateur ne détient pas la dette qu'on lui impute. Ces prêts ont été consentis à des dictateurs dans les années 70 par l'intermédiaire d'agents de la CIA. Ils ont empoché tout l'argent et sont partis avec. Les sociétés américaines ont fait de même. Les populations de l'Équateur n'en ont tiré aucun bénéfice. Et par conséquent, nous ne rembourserons pas. Ça montre qu'un gouvernement légitime, démocratique, qui fait l'effort d'auditer la dette de son pays et de démontrer avec une base juridique rigoureuse que ces titres ou que ces différents contrats sont frappés de nullité, eh bien, un gouvernement a la capacité de tenir tête à ses créanciers et de leur imposer ses conditions, même sans négociation. C'est le gouvernement équatorien qui a dit « ce sera comme ça et c'est à prendre ou à laisser ». Et 91% des détenteurs de bons ont dit « ok, on accepte la proposition ». Et on imagine donc, si d'autres pays, d'autres gouvernements suivaient cet exemple, on pourrait réellement arriver à des résultats extrêmement intéressants. Et ça montrerait une autre chose aux banquiers et aux créanciers, c'est qu'ils ne peuvent pas prêter pour n'importe quoi et à n'importe qui. Avoir une économie forte, c'est lutter contre la corruption. Mais, comme je dis, les magouilleurs ne manquent jamais. Ils sont là, mais nous sommes là aussi, nous sommes armés pour lutter contre la corruption. Monsieur le ministre, comment ça va? Bien, merci. Ça va? Oui, ça va bien. Le gouverneur Katumbi s'est vraiment investi dans le développement de sa province. Et il s'est investi en disant « je veux que ça marche, je veux que ces gens vivent mieux, que les choses progressent ». Et par certains égards, il a un côté visionnaire. Elle veut avoir aussi de l'eau, parce qu'on a tiré l'eau de la source là-bas. Et ils disent c'est notre village. Et comme on a envoyé de l'eau à 8 km de là, elle demande aussi de ne plus aller puiser l'eau à la source, d'avoir aussi la tuyauterie passer dans leur petit village, ce qui est tout à fait normal. C'est un homme qui essaie de résoudre les choses. Moi, je l'appelle parfois Mr. Fix-It. C'est le type qui il va partout, il essaie toujours d'arranger les choses. Mais ça se sait dans l'ensemble du Congo. Et les autres provinces sont jalouses et disent, nous aussi, on devrait avoir un Katumbi à la tête de notre province. Ah, ça, c'est bien, ça. Protéger les piétons. Un piéton. Ah, c'est bien. Très bien. Ah. Léo. Courage, hein. Victor, est-ce qu'il est paysan? Est-ce qu'il n'est pas paysan? Est-ce qu'il travaille quand même? C'est vrai que chaque fois qu'on arrive, on est toujours parti, mais on a quand même du boulot, quoi. On arrive quand même un peu à... On arrive à travailler, mais c'est vrai que mes absences, ça perturbe un peu notre travail, parfois. C'est ça, le travail de militant, c'est un travail très dur. Il faut parfois vraiment faire des sacrifices suprêmes, quoi. Sacrifier votre famille pour mener les combats, c'est pas facile. Moi, j'ai décidé de donner ma vie à ce continent. Quel que soit ce qui va arriver, je refuserai en tout cas de rentrer dans un complot contre ce peuple-là. Il y a des millions et des millions et des millions de gens, dans les pays industrialisés notamment,
qui ne veulent plus accepter un ordre du monde imposé par le capital financier où tous les 5 secondes, un enfant meurt de faim. Je m'adresse d'abord au peuple congolais parce que nous sommes dans un autre système, un système démocratique. Alors comme nous sommes dans un système démocratique, alors nous devons maintenant nous exprimer. Parce qu'aujourd'hui les gens, nous avons passé aux élections passées. Mais aujourd'hui nous avons fait les sondages, nous en tant que société civile. Nous avons fait les sondages, nous avons compris que les gens sont méfiés. Oh non, nous n'allons plus voter. Mais je m'adresse à ces peuples-là, s'ils ne vont plus voter. Mais c'est pour les désavantages. Moi je pense que la population doit sensibiliser pour le moment et doit se réveiller pour que les enjeux politiques, pour qu'ils participent massivement aux élections et qu'ils s'expriment. Je connais les problèmes du peuple. Je sais que voilà, c'est des gens qui ont besoin qu'on les réveille, c'est des gens qui ont besoin que quelqu'un parle pour eux, quelqu'un leur parle déjà et quelqu'un prenne la parole pour eux. Et donc j'ai décidé d'être parmi les gens qui jouent ce rôle-là. Donc c'est dangereux, je sais que j'en suis conscient. Mais je veux parler un peu comme Thomas Sankara qui dit que je suis comme un cycliste. Qui disait qu'il est comme un cycliste qui est en train de monter une côte. La destination, c'est en haut de la côte. Donc il faut qu'il pédale pour y arriver. Même si c'est difficile, il faut pédaler pour y arriver. Et donc voilà, je pédale à ma manière pour y arriver. Mais je refuse de baisser les bras parce qu'il y a trop de... Quand je regarde autour de moi, il y a trop de choses qui méritent d'être dénoncées. Et si je ne parle pas, parce que j'ai de l'argent aujourd'hui, ou bien parce que je suis connu, et puis je me dis, bon voilà, il ne faut pas que je risque ma vie ou quoi que ce soit, je pense que c'est être lâche. Chaque fois que je parle, je dis, il y a la constitution de ces pays. Quand vous prenez les articles 28, par exemple, qui vous demandent, qui nous autorisent en République démocratique du Congo, qui nous autorise la désobéissance civile. L'article 28 de la Constitution. Il y a quelque chose qui a changé en Afrique, qui est en train de changer. Non pas parce que les élites prévaricatrices dans leur Toyota 4x4 avec les hôtels de luxe qu'ils fréquentent sur la corniche de Dakar et leur mépris ancestral des paysans, que cette élite, soi-disant élite, je trouve le terme tout à fait inapproprié, néocoloniaux et qui ne rêvent que d'un hôtel particulier à Paris, ait changé fondamentalement, subi une conversion miraculeuse, mais parce que dans la population, la misère, la souffrance est arrivée à un tel point que l'explosion sociale est proche, et si elle se produit, ces soi-disant élites seront évidemment balayées. Ouais, mais je pense que mettre ma vie en danger... de quel danger tu veux parler? Le danger, il est permanent. Quand vous mourrez du paludisme, j'allais dire, vous mourrez du paludisme. Quand vous mourrez de l'amibiase, ben voilà, c'est la mort, c'est un danger. Je sais que ça ne peut pas plaire ceux qui pensent qu'ils doivent continuer à voler, à détourner, à être complices des pillages des ressources du pays. Là, c'est grave. Mais moi, je ne peux pas arrêter. Sinon, le pays, il est mort. Aujourd'hui, le pays est en train de plus en plus de s'enfoncer. Donc, on le veuille ou pas, on est en train de vivre ces dangers. Les entreprises sont cassées. Toutes ces entreprises qui sont cassées, c'est la fin. On ne peut plus rien gagner là. Donc, je crois on ne peut pas continuer à dire la peur. Sinon, ça ne sert à rien de parler d'une république démocratique. Lorsque l'Afrique va se réveiller, personne ne pourra l'arrêter. Et pour que ce réveil-là soit concret, il faut qu'on soit unis, qu'on ait une seule voix, qu'on dise non. Parce qu'il y a tellement de choses qui ne vont pas. L'Afrique, c'est un paradoxe pas possible. C'est l'un des continents les plus riches et une des populations les plus pauvres. Il y a un problème. C'est comme si je vivais dans une maison couverte d'or et que je mourrais de faim, de soif dans cette maison, alors qu'il suffit d'enlever un petit morceau d'or, aller vendre, et puis j'allais me nourrir. Et je peux acheter à manger, à boire, etc. Donc c'est ça l'Afrique aujourd'hui. Il faudra un puissant mouvement social, un puissant mouvement citoyen, des luttes extrêmement importantes pour que de nouveaux dirigeants africains émergent, des dirigeants de la trempe, d'un Patrice Lumumba, d'un Thomas Sankara, d'un Nkrumah, des gens de cette trempe-là
qu'ils sauront mettre en place une alliance entre eux. Ça prendra 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais ça finira par arriver parce qu'il y a une énorme jeunesse africaine qui veut le changement. Un grand nombre de chefs d'État n'ont pas connu la période de l'ajustement structurel, la période coloniale, ni un grand nombre des événements politiques qui ont secoué le continent africain et qui font encore, pour les Européens, une histoire vivante. Mais il n'y a pas que, la majorité de la population est dans cette situation. L'âge moyen africain d'aujourd'hui est de 25 ans, et il y a la moitié de la population qui a moins de 15 ans. Ça veut dire qu'elle n'a pas connu l'apartheid, le Rwanda et encore moins la période coloniale. Donc il y a un complet renouvellement de la mémoire et du coup effectivement des points de vue totalement neufs sur ce qu'est la relation de l'Afrique au monde extérieur comme sur son propre destin. Non, moi je pense que la vision que beaucoup de gens en Europe continuent à avoir de l'Afrique comme un pays qui relève plus de la charité que du développement, je crois que c'est une vision qui est obsolète aujourd'hui. Bon, il y a encore beaucoup de problèmes en Afrique, mais il y a aussi une transformation profonde des mentalités et des générations africaines. Je crois qu'il y a eu... moi, je travaille avec les Africains depuis 1980 et j'ai vu un changement considérable dans la mentalité des dirigeants, dans la mentalité de la manière dont on approche le problème. Si vous regardez aujourd'hui les gens qui dirigent la Banque africaine de développement ou certains des ministres des Finances, certains des grands entrepreneurs africains, ce sont des gens qui sont parfaitement capables de maîtriser leur avenir et qui ne dépendent pas d'une relation de clientélisme, disons les choses, avec les gens de leurs anciens colonisateurs. Je crois qu'il y a eu une grande différence et plus tôt on reconnaîtra cette nouvelle réalité en Europe et plus tôt le partenariat, un vrai partenariat entre l'Europe et l'Afrique pourra se développer à nouveau. L'Afrique se développera aussi rapidement que d'autres régions au sortir de la crise, à l'exception de l'Asie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Nous voyons la démocratie se répandre à travers le continent. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Nous assistons à la diminution des conflits. Nous voyons les Africains élever leur voix à l'unisson à travers leurs institutions comme l'Union africaine en disant « Nous sommes des acteurs, nous sommes une alternative, nous sommes une composante du développement de l'économie mondiale. Nous devons être pris au sérieux. » À la Banque mondiale, nous partageons cette vision. Et c'est pourquoi nous avons lancé des missions à travers le continent pour discuter avec les dirigeants et avec les leaders politiques, la société civile, comment la Banque mondiale pourrait-elle mieux servir leurs besoins dans ce 21e siècle, qui, comme vous l'avez dit, sera le siècle d'une nouvelle indépendance de l'Afrique. L'Afrique n'est pas une planète à part. C'est l'une des dimensions d'un monde malade. Donc tous ensemble, on s'en sortira en changeant notre fusil d'épaule. Parce que le monde tel qu'il fonctionne, c'est-à-dire à l'argent, est tout simplement un désastre.